Bonjour. Comme vous le voyez, le décor derrière moi a un petit peu changé, mais comme il fait très sombre aujourd'hui, il fait vraiment un temps extrêmement gris, j'ai essayé de mettre l'ordinateur face à la fenêtre afin que l'éclairage soit meilleur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes livres, des livres que j'ai lus et que j'ai aimés, qui m'ont marqué au cours de ces 4 derniers mois. Bien sûr, je ne vous parle que de quelques livres, je lis beaucoup plus que ça, mais sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Le premier de ces livres est un livre qui est intitulé Mordred. L'auteur, c'est Justine Niogret aux éditions Nemos. Le voici. Comme toujours, les éditions Nemos, vous voyez, font un travail extrêmement soigné. Voilà, je vous montre le livre. Moi, j'aime beaucoup ces éditions qui éditent de la fantaisie, du littérature de l'imaginaire. Elles font des livres très soignés, très intéressants souvent. Donc, Justine Niogret est un auteur français de fantaisie qui est surtout connu pour son premier roman, Chien du Haume, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et en 2013, elle a publié ce livre, Mordred, qui est une réécriture d'un passage du cycle arthurien. Comme vous le savez peut-être, Mordred est le fils du roi Arthur et de sa sœur Morgane Morgause, selon les versions. Il est le fruit d'un inceste. En fait, Arthur et Morgane ont eu des relations sexuelles au cours d'une fête païenne de la fertilité, sans savoir qu'ils copulaient ensemble. Et Mordred est le fruit de ces amours. Alors, dans le cycle arthurien, il sera élevé dans sa petite enfance par sa mère, puis le roi Arthur viendra le chercher pour l'élever à sa cour, en faire un chevalier, lui apprendre l'art du combat et les règles de la chevalerie. Alors, Mordred, dans le cycle arthurien, est présenté comme, on va dire, un beau ténébreux et quelqu'un qui ne respecte pas les règles de la chevalerie. C'est lui qui, au cours d'un combat singulier, va tuer le roi Arthur. En fait, ils vont s'entretuer. Justine Niogret s'est emparée de ce personnage. Elle a voulu faire une réécriture, mais elle fait une réécriture tout à fait personnelle de ce personnage et de cette histoire. D'abord, Mordred n'est pas présenté comme un affreux méchant, comme c'est le cas dans le cycle arthurien. Elle prend un moment de sa vie où il a été grièvement blessé, où il est alité, il ne peut pas se lever, il souffre énormément. Le mire du château n'arrive pas à le soulager de ses souffrances malgré toute sa science et toutes les médecines qu'il essaye successivement. Le seul moyen de le soulager est de tenter une opération, mais le mire hésite car il n'est pas sûr de savoir faire cette opération et que Mordred ne va pas en mourir. Mordred, lui, il en a tellement assez d'être alité et de souffrir comme ça qu'il s'en fiche de mourir. À la limite, il souhaite même la venue de la mort. Finalement, le mire va se décider à l'opérer et l'opération va réussir. Pendant toute sa convalescence après l'opération, Arthur va le veiller et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'Arthur est vieux, qu'il est diminué, qu'il décline et qu'il ne veut pas laisser le souvenir d'un roi devenu impotent et un peu débile et qu'il demande à Mordred d'empêcher cette dégénérescence et d'empêcher que son règne finisse comme ça. Et Mordred, malgré l'amour qu'il porte à Arthur et la reconnaissance qu'il a envers lui, finira par décider de le tuer. Donc ce livre est très beau parce que pendant son immobilisation au lit, Mordred se remémore son enfance auprès de sa mère, Morgause, qui lui fait découvrir la nature, les propriétés des plantes médicinales. Il se remémore comme un paradis ce passage de sa vie. Il se rappelle aussi son apprentissage du combat, de la chevalerie,
Et il se rappelle aussi sa solitude dont il souffre, et parce qu'il n'arrive pas à se lier avec les autres jeunes apprentis chevaliers. Il est quelqu'un de très solitaire, de condamné à la solitude quelque part. Donc je vous conseille beaucoup ce livre parce que d'abord le style de Justine Niogret est admirable. C'est quelqu'un qui fait de la fantaisie une littérature à part entière et qui travaille beaucoup sur le style. Il faut dire que c'est une amoureuse de la littérature médiévale, donc elle reprend certains termes moyenâgeux, mais elle les transforme, elle les utilise à sa sauce, à sa manière, et elle en fait quelque chose de tout à fait personnel. C'est assez passionnant d'un bout à l'autre. Donc Mordred de Justine Niogret, c'était un des livres que j'ai aimé au cours de ces 4 mois. Donc vous allez voir, j'ai lu des choses très différentes. Le deuxième livre, c'est un livre de Léonore de Recondo, Pietra Viva. C'est en poche, collection Point. Grand roman Point. Là, on va passer du Moyen-Âge à la Renaissance, puisque Léonore de Recondo a choisi de raconter, bien sûr, un passage imaginaire de la vie du grand sculpteur et peintre Michel-Ange. Elle a choisi de raconter un épisode très court de sa vie, ça ne dure pas plus d'1 mois à mon avis, et de l'imaginer totalement, bien sûr, mais cet épisode imaginaire va bouleverser notre grand sculpteur et grand peintre et va orienter sa création artistique et sa façon de concevoir l'art et la vie pour le restant de ses jours. Donc Léonore de Recondo imagine que Michel-Ange est à Rome, dans un couvent, où il se livre à la dissection des cadavres. Alors c'est probablement, ce n'est pas dit, mais on imagine très bien, un couvent où il y a un hospice où on soigne des malades, et quand ces malades meurent, on les lui apporte à disséquer. Michel-Ange est fasciné par la beauté d'un jeune moine, c'est ce jeune moine qui lui apporte les cadavres, un jeune moine qui s'appelle Andrea, et il est fasciné par sa beauté physique, par sa grâce, et un jour, on lui apporte un cadavre, ce n'est pas Andrea qui le lui apporte, mais quand il baisse les yeux, il constate que c'est le cadavre d'Andrea que le moine dépose sans explication sur la table de dissection. Il est bien entendu totalement bouleversé. Il ne va pas disséquer le cadavre, mais ce qu'il fait, c'est qu'il s'enfuit. Il s'enfuit de ce monastère et il s'enfuit pour fuir cette image de la beauté morte, qui est la dernière image qu'il conserve de ce jeune homme qu'il a tellement fasciné. Donc, il s'enfuit à Carrare parce qu'il a du travail à y faire. Le pape lui a demandé de créer son tombeau, les sculptures de son tombeau, et donc il doit choisir le marbre qui va servir à faire ses sculptures. Donc, dans ce jour de printemps qui est terrible pour lui, puisque on vient lui apporter à découper Andrea, il s'enfuit et il se réfugie complètement tourmenté à Carrare pour s'abrutir dans le travail que va représenter le choix de ces marbres. Et au fil des jours et des rencontres, il va finalement progressivement s'apaiser et pouvoir retourner à Rome pour se livrer à ce travail de sculpture sur le tombeau du pape. Alors ce livre est très beau parce que l'écriture de Léonore de Recondo est extrêmement poétique et extrêmement lyrique, et qu'elle sait nous montrer comment la pierre, le regard qu'on porte sur la pierre, qu'un sculpteur porte sur la pierre, peut la rendre vivante. Et ça, c'est assez magnifique. Elle nous montre aussi comment le regard de l'artiste va changer. Entre autres, pour elle,
parce que c'est totalement imaginé, hein, bien sûr, ce passage de la vie de Michel-Ange qu'elle situe en 1505 au printemps. Donc, elle dit que Michel-Ange, elle imagine, n'aime pas les enfants, les jeunes enfants. Or, au cours de son séjour à Carrare, il va se lier d'amitié avec un jeune enfant qui va l'amener à réfléchir et à retrouver une certaine sérénité, qui va bien sûr changer son regard sur les enfants. Et il va trouver donc toutes les réponses à son angoisse, toutes les réponses sur la création de la beauté qu'il cherchait au cœur de cette carrière de pierre et dans le contact avec ces carriers qui extraient la pierre de la montagne. Donc je vous recommande beaucoup la lecture de ce livre si vous vous intéressez à la sculpture bien sûr, mais aussi si vous aimez tout simplement l'écriture poétique et un peu lyrique. Donc c'est de Léonore de Recondo, Pietra Viva, et c'est en poche au point. Le troisième livre que j'ai aimé, alors ça je viens de le lire au mois d'avril, puisque c'est depuis 6 mois, le Clésio, qui n'avait pas publié depuis un certain temps, bien nous donne 2 livres. Donc le dernier est paru au mois d'avril, Jean-Marie Le Clésio, Bitna, sous le ciel de Séoul. Voilà le livre, c'est aux éditions Stock. Alors ce livre de Jean-Marie Le Clésio est un petit peu particulier, puisque bien il est paru d'abord en coréen. L'édition originale est en coréen. Le Clésio a séjourné plusieurs fois assez longuement à Séoul, et c'est la ville de Séoul qui lui a demandé s'il pouvait écrire un livre sur cette capitale. Or, comme dit le Clésio, moi je n'écris pas des guides touristiques, je ne sais pas écrire ça, donc j'ai décidé d'écrire des histoires sur Séoul. Donc j'aime bien la couverture, qui est une couverture qui a été dessinée par un artiste coréen. Malheureusement, c'est juste une couverture amovible. Le livre, lui, a la couverture classique des éditions Stock. C'est dommage que ça n'ait pas été la couverture elle-même du livre. Donc, il a écrit des histoires et il a choisi un personnage qui est une jeune fille qui vient de la campagne et qui arrive à Séoul où elle est un petit peu perdue, elle est étudiante, elle n'a pas beaucoup de ressources et elle va trouver un petit travail. Comme par hasard, elle trouve ce travail dans une librairie qui est de raconter des histoires. C'est une dame qui est malade, gravement malade, qui ne peut pas se déplacer, qui est cantonnée chez elle et qui veut qu'on lui raconte des histoires pour que la vie rentre un petit peu dans cet appartement où elle est complètement impotente et confinée. Et donc la jeune fille va inventer ces histoires. Ce sont comme par hasard des histoires qui se passent à Séoul et qui sont extrêmement intéressantes, qui donnent des vues différentes de la ville et des personnages qui circulent dans cette grande capitale. Et au fur et à mesure du roman, elle va s'apercevoir que le fait de conter des histoires lui donne un pouvoir sur celle qui l'écoute et qui se laisse prendre dans le réseau de ses contes. Donc c'est aussi non seulement toute une vision de la capitale de la Corée, mais également du pouvoir du conteur, du pouvoir de l'écrivain. Et c'est très très intéressant, ce jeu entre les deux est extrêmement intéressant. Cette image que Jean-Marie Le Clésio donne de la ville de Séoul, où finalement on veut vivre intensément, puisque vous savez que la Corée est un pays qui est partagé en deux et où la guerre est toujours à couver entre les deux parties de la Corée, est toujours imminente et toujours menacée. Donc on veut vivre intensément et on veut oublier cette menace. Donc les personnages qui ont été choisis pour raconter cette histoire sont peut-être vivent cela, peut-être inconsciemment, mais le vivent, et donc ça ressort aussi
de ce livre. Donc moi, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un petit peu différent des Le Clésio habituels. Alors, Le Clésio aime beaucoup raconter des histoires qui sont des récits qui sont très éclatés. Or là, c'était assez simple de faire un récit très éclaté puisque c'est différentes histoires qui se succèdent et qui s'entremêlent. Mais je conseillerais à ceux qui veulent découvrir Jean-Marie Le Clésio peut-être de commencer par ce livre parce que il est beaucoup plus facile à lire que, par exemple, Alma, dont je vous ai parlé la dernière fois. Il y a un fil qui vous conduit à travers toutes ces histoires éclatées, qui est l'histoire de cette jeune étudiante qui fait petit à petit sa vie à Séoul. Et donc, chaque histoire, bien qu'elle ne soit pas racontée en continu, mais qu'elle soit coupée par toutes les aventures qui arrivent à la jeune fille dans Séoul, ou qu'elle soit même coupée par le début d'une autre histoire, sont assez faciles à suivre. Et c'est assez, finalement, la lecture en est finalement assez simple et assez passionnante. Donc, Jean-Marie Le Clésio, Bitna, sous le ciel de Séoul. Bitna, c'est un nom coréen, c'est le nom de la jeune fille, donc aux éditions Stock. Alors, le quatrième roman, pour moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Le voici, c'est édité par les éditions Elisade, qui est une maison d'édition tunisienne qui a été fondée par deux femmes au moment du printemps arabe. Et je trouve qu'elles méritent vraiment, ces deux femmes, d'être encouragées. Et moi, c'est pas le premier livre édité par elles que je lis, mais je ne savais rien de cette maison d'édition. Je ne m'en étais pas préoccupée. Je m'en suis préoccupée parce que ce livre, L'amas ardent de Yamen Massaï, a vraiment été pour moi un coup de cœur. C'est vraiment, de tout ce que j'ai lu ces derniers mois, un grand coup de cœur. Yamen Manaï, l'amas ardent. Alors, l'amas ardent, je ne vous dis pas ce que c'est pour ne pas déflorer la lecture, simplement c'est un terme d'apiculture. Mais je ne vous explique pas ce que c'est pour le découvrir. Il faudra lire le livre parce que ça participe de l'intrigue du livre. C'est un livre merveilleux, extrêmement original. Yamen Manaï est un scientifique, c'est un ingénieur et il travaille en France, il est tunisien et il écrit en français, c'est un écrivain francophone, donc c'est pas une traduction, c'est un livre qui est écrit directement en français. C'est d'ailleurs un livre qui a obtenu l'année dernière le prix des 5 continents, qui est un prix attribué à un roman francophone. Donc c'est extrêmement original parce que c'est à la fois un mélange de contes arabes et de réalités tout à fait quotidiennes et terre à terre. Et c'est un mélange très réussi et on lit le livre d'un bout à l'autre, on est passionné, on a hâte d'arriver à la fin. Alors, si vous vous intéressez aux abeilles et si vous aimez les abeilles, je vous le conseille parce que vous serez absolument passionné. Le héros est un apiculteur qui vit loin de tout dans un petit village totalement isolé d'un pays qui est un pays arabe, mais qui pourrait être la Tunisie, mais qui pourrait être aussi bien la Libye, le Maroc ou l'Algérie ou n'importe quel pays arabe qui ne soit pas un des pays du Golfe. Et donc il vit loin de tout volontairement, il mène une existence simple, très dépouillée, dans ce petit village qui est très pauvre, qui est un village d'agriculteurs et qui n'est pas desservi ni par l'électricité, ni par le téléphone, ni même par la route. Il y a une route complètement défoncée qui mène à la petite ville la plus proche. Donc ce village est très isolé. Et cet apiculteur s'est isolé là volontairement. Il vit avec ses abeilles et il est heureux. Ce sont ses filles. Elles lui apportent plein de satisfaction et surtout, elles lui font découvrir la beauté du monde et de la nature. Et tous les jours, il s'en émerveille. Mais malheureusement, la réalité va le rattraper. Il a beau être loin du monde, le monde va venir à lui et le rattraper et va le mettre face à
quelque chose de redoutable, un redoutable fléau qui va attaquer ses abeilles. Et parallèlement, il y a un fléau aussi redoutable qui va se mettre à attaquer la société de ce petit village, et qui est l'intervention des islamistes radicaux. Donc il y a un parallèle qui est fait par l'auteur entre ces deux fléaux, bien sûr. Et je vous laisse découvrir comment le héros va faire face à ces deux fléaux et va réussir à quelque part peut-être à essayer de les éradiquer. Donc le roman est passionnant d'un bout à l'autre. C'est un style extrêmement poétique, mais extrêmement simple. C'est un très bien écrit. C'était vraiment un très très joli livre. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce mélange de conte oriental et de réalité tout à fait terre à terre, qui est très réussi dans ce livre et qui est très très bien fait. Et puis le suspense aussi est très bien fait, parce que jusqu'au bout on est tenu par l'intrigue et on lit, on veut vraiment savoir la fin. C'est le 3e roman qu'a écrit Yamen Manaï. Je ne connais pas les 2 autres, mais je vais les commander et j'ai hâte de les découvrir, parce que comme la maison d'édition Elisade est en Tunisie, c'est un petit peu long pour les obtenir, il faut une bonne semaine. Donc, Lama ardent de Yamen Manaï aux éditions Elisade. Voilà. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler est encore quelque chose de très différent. C'est Peau de lapin de Serge Camaï aux éditions Marivol. Alors, Serge Camaï est un romancier de terroir qui a écrit beaucoup de romans qui se passent dans le Massif central ou dans le Berry. Mais là, Peau de lapin, ce n'est pas un roman. Peau de lapin, c'est une biographie. On a la fille du héros a demandé à Serge Camaï s'il voulait bien écrire la vie de son père. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que le héros est un de ces sortes de chiffonniers qui, après la guerre, passait dans les villages et dans les villes pour ramasser les peaux de lapin, et aussi toutes les ferrailles, toutes les choses que les gens mettaient au rebut et qui étaient, pour ce qui concerne les métaux et les peaux de lapin et d'autres animaux, récupérés pour être retraités et transformés. Donc ce héros a fait donc sa fortune en fait, en passant tout à fait modestement au début avec sa bicyclette et puis une petite charrette et puis ensuite avec un camion de village en village pour ramasser les peaux de lapin, les métaux et toutes les choses qui étaient mises au rebut. Alors ce livre m'a beaucoup attendrie parce que j'y retrouvais beaucoup de souvenirs d'enfance. Ces sortes de chiffonniers qui passaient de village en village et même dans les villes pour ramasser tout ce qu'on mettait au rebut, tout ce qu'on ne voulait plus. Moi, je les ai connus quand j'étais enfant. J'ai connu aussi ce mode de vie qui était un mode de vie qui était très loin de la société de consommation d'aujourd'hui, où on n'avait pas tout le confort et où on ne pouvait pas acheter dès que quelque chose était cassé, où il fallait réparer et où se contenter d'attendre d'avoir l'argent pour racheter. Donc j'ai connu ce mode de vie que décrit Serge Camaï. Et puis j'ai bien aimé aussi la façon dont Serge Camaï raconte cette histoire, parce que cette histoire, elle n'est pas toute rose. Peau de lapin, quand il passe dans les maisons, il ne peut pas refuser de boire un coup partout où on lui offre du vin ou de l'alcool, et au fil du temps, il devient alcoolique, il est parfois violent avec sa famille, mais la façon dont Serge Camaï le raconte transfigure d'une manière poétique tout ce qu'il y a de difficile ou d'un peu tragique dans cette histoire,
Et c'est aussi ce qui fait le charme du livre finalement, parce que sans rien dissimuler, l'auteur réussit à le transfigurer. C'est un petit livre qui n'est pas très très long, il fait 140 pages. Donc si vous voulez retrouver votre enfance, si vous l'avez passée à la campagne dans les années 50, je vous le conseille, Peau de lapin. Ou si vous êtes plus jeune et que vous voulez découvrir ce monde des années 50 où la vie était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui, mais peut-être plus gaie, plus joyeuse, Peau de lapin de Serge Camaï aux éditions Marivol. Je vous le conseille. Voilà donc les livres qui m'ont intéressée, marquée durant les 4 derniers mois. J'espère que je vous ai donné envie d'en lire certains. En tout cas, La Mare Ardente, je vous le conseille vraiment parce que ça a vraiment été un coup de cœur. Le Bitna sous le ciel de Séoul, si vous voulez découvrir Séoul et découvrir Jean-Marie de Clésio, ne le manquez pas. Mordred, si vous voulez découvrir un aspect différent de la littérature anglo-saxonne qu'on lit souvent en fantasy, ne le manquez pas non plus. Tant qu'à découvrir une aventure inconnue de Michel-Ange, Pietraviva, eh bien, ce sera parfaitement conseillé pour vous. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce levé. Merci de vous abonner pour donner plus de visibilité à la chaîne parce que le nombre d'abonnés monte trop lentement à mon gré. Je trouve que c'est dommage parce que bientôt je vais acheter une caméra et je vais faire des vidéos sur les librairies, sur les bibliothèques ou sur des lieux de création artistique et ça serait dommage de ne pas les faire connaître à un public plus large. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis, passez de bons moments, découvrez de belles lectures et faites de belles découvertes. À bientôt, au revoir.